je ne joue pas correctement. Le premier venu peut jouer correctement. Mais je joue avec une admirable expression. Le sentiment sur l'orgue, c'est mon fort. Quant au savoir, je le réserve pour la vie. Bien, sir. À propos du savoir de la vie, avez-vous fait commander les sandwichs au concombre pour Lady Bracknell? Yes, sir. À propos, Lane, je vois que, jeudi soir, d'après votre livre de contes, quand Lord Shorman et M. Worthing sont venus dîner avec moi, vous avez marqué comme but 8 bouteilles de champagne. Yes, sir. 8,5. Comment se fait-il que dans un ménage de garçons, ce soit toujours le domestique qui boit le champagne? Je demande cela à l'aide d'un titre de pur renseignement. Je l'attribue, sir, à la qualité supérieure du vin. J'ai bien souvent remarqué que dans les maisons de Jean-Marie, il est rare que le champagne soit le plus meilleur. Juste au ciel, le mariage est-il si démoralisant? Je crois, sir, que cet état est des plus agréables. Je ne l'ai, quant à moi, connu jusqu'à présent que par une très courte épreuve. Je ne me suis marié encore qu'une fois. Simple et fait d'un malentendu avec une jeune personne. Ah, ça, les femmes. Partage de plaisir, mais double tourment et tu peux nous défendre. Je me demande si je m'intéresse tant à votre vie intime, Lane. Oh, sir, ce n'est pas un sujet bien intime. J'en étais sûr, et c'est tout à fait naturel. Je pourrais ajouter, sir, juste à titre de l'enseignement. Les femmes ne se donnent pas. Elles s'abandonnent à vous pour vous abandonner ensuite. Je ne manquerai pas d'en prendre note, Lane. C'est bien, vous pouvez disposer. Je dispose. Merci, sir. Les idées de Lane sur le mariage me semblent assez élastiques. Si les classes inférieures ne donnent pas le bon exemple, à quoi réellement servent-elles sur Terre? Votre classe me paraît dépourvue de sens moral. Sir Constant Worthing. Cher Constant, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène en vie? Oh, le plaisir, rien que le plaisir. Pour quel autre motif des gens y viendraient-ils? Mais je vous trouve en train de manger. Selon votre habitude, a dit. Je crois que c'est une habitude dans la bonne société de prendre vers 5 heures quelques petites choses. Qu'êtes-vous devenu depuis jeudi dernier? Oh, je suis allé à la campagne. À propos, le Shropshire, c'est votre pays, n'est-ce pas? Le Shropshire? Oui, oui, naturellement. Oh, mais pourquoi toutes ces tasses? Pourquoi des sandwichs au concombre? Pourquoi si folle extravagance chez un homme encore aussi jeune? Qui donc doit venir pour le thé? Seulement ma tante Augusta et ma cousine Gwendoline. Mais voilà qui est vraiment charmant. Tout cela, c'est charmant. Mais je crains que pour Augusta ne soit pas très content en me voyant ici. Ah, puis vous demandez pourquoi? Mon cher ami, la façon dont vous flirtez avec Gwendoline est excessivement choquante. Oui, raconte-moi la façon dont Gwendoline flirte avec vous. Je fais ma cour à Gwendoline. Je viens en ville exprès pour demander sa main. Gwendoline est mon cher, ma cousine Germaine. Avant que je vous autorise à l'épouser, vous expliquerez à l'égard de Cécile. Cécile? Mais de qui donc voulez-vous parler? Quelle est cette personne que vous nommez Cécile? Je ne connais personne ayant pour nous Cécile. Apportez-moi l'étui à cigarette que M. Worthing a laissé dans le fumoir la dernière fois qu'il a dîné ici. Bien, sir. Cela voudra-t-il dire que vous avez gardé si longtemps cet étui? Mais ce n'est pas votre étui. Cet étui est un présent fait par une certaine Cécile. Or, n'avez-vous pas dit que vous ne connaissiez personne de ce nom? Oh, si vous tenez à le savoir. Cette Cécile, c'est ma tante. Votre tante? Oui, c'est même une charmante vieille dame. Elle demeure ici. Allez, rendez-moi cela tout de suite, elle dit. Soit. Mais pourquoi donc alors signe-t-elle petite Cécile votre tante? De la part de la petite Cécile avec son plus sincère amour. Qu'il est des femmes qui sont grandes, il en est qui ne le sont pas. Parce que vous croyez que toutes les tantes doivent ressembler à la vôtre. Monsieur stupide. Allez, rendez-moi cela tout de suite, elle dit. Soit. Mais pourquoi donc alors votre tante vous appelle-t-elle son oncle? De la part de la petite Cécile avec son plus sincère amour à son cher oncle Jack. J'avoue, il n'y a rien d'impossible parce que vous ayez une tante petite. Mais comment admettre qu'une tante, quelle que soit sa taille, puisse dire mon oncle à son propre neveu? Voilà ce que je parviens mal à m'expliquer. De plus, vous ne vous nommez pas Jack, mais Constant. Non, pas Constant, mais Jack. Partout, je vous ai présenté sous le nom de Constant. Vous répondez au nom de Constant. Vous avez une tête à vous nommer Constant. Cet homme le plus constant d'aspect que j'ai pu jamais voir. C'est genre de façon absurde de dire que vous ne vous nommez pas Constant. Sur vos cartes, j'en ai une. Monsieur Constant Worthing, Swiss Albany. Mais bien
soit, je m'appelle à la ville Constant et Jack à la campagne. Et c'est à la campagne qu'on va donner l'étude. Continuez, dites-moi tout. Je vous ferai remarquer en passant que je vous ai toujours soupçonné d'être un bunburiste renforcé et secret. Et maintenant, j'en suis tout à fait assuré. Bunburiste? Que diable voulez-vous dire par bunburiste? Je vous expliquerai ce mot incomparable dès que vous aurez eu la bonté de m'apprendre pourquoi vous êtes à la ville Constant et Jack à la campagne. D'abord, donne-moi mon étude. Le voici. Et maintenant, l'explication, et rendez-la bien improbable. Mon explication n'aura rien d'improbable. Le vieux monsieur Thomas Cardew, qui m'adopta lorsque j'étais tout petit. Me fit de par son testament tuteur de sa petite fille, Miss Cécilie Cardew. Cécile, qui loge chez moi à la campagne, confiée aux soins de son incomparable gouvernante Miss Queen. Un bunburiste, enfin! Voilà ce que vous êtes! J'avais parfaitement raison en vous traitant de bunburiste. Que diable Vous voulez-vous dire êtes par un des bunburistes les plus hardis que je connaisse. Que diable voulez-vous dire par là? Vous avez inventé votre frère Constant Cadet, qui vous est fort utile lorsqu'il vous permet d'aller toutes les fois qu'il vous plaît à la ville. Moi, pour mon compte, j'ai inventé un mal chronique appelé Bunbury, qui m'est de grande utilité pour m'en aller à la campagne lorsque je juge à propos. Et sans cette mauvaise santé peu banale de Bunbury, je ne pourrais pas, par exemple, aller dîner avec vous ce soir chez Willis. Mais je ne vous invite à dîner nulle part. Oh, je le sais. Car lorsqu'il s'agit d'inviter des gens, vous êtes d'une négligence. Mais c'est maladroit de votre part. Rien n'est plus vexant pour les gens que de ne pas être invités. Vous feriez bien mieux d'aller dîner avec votre tante Augusta. Pourtant, je n'en ai pas la moindre intention. D'abord, j'ai dîné chez elle lundi. Enfin, je sais qu'on me donnera pour voisine cette Mary Ferricard, qui ne fait que flirter avec son mari d'un bout à l'autre de la table. Enfin, maintenant que je vous connais pour un bunburiste avéré, je veux vous enseigner les règles. Je veux vous parler vraiment du bunburisme. Mais je ne tiens pas à connaître Bunbury. Et si Gwendoline m'agrée, je ne manquerai pas de supprimer mon frère. Comme j'ai pris parti de le tuer, quoi qu'il arrive. Alors, ce sera votre femme, chère, qui fera sa connaissance. Car vous ne semblez pas vous douter qu'en l'existence conjugale, on ne se tient pas compagnie simplement à deux, mais à trois. Ah, ce doit être 30 Augusta. Il n'y a que des créanciers ou bien des parents pour sonner de façon si wagnérienne. Et maintenant, si je peux la tenir à l'écart 10 minutes, afin que vous puissiez avoir l'occasion de proposer votre main à Gwendoline, pourquoi j'allais dîner avec vous ce soir chez Willis? Sans doute, si vous y tenez. Il faut que vous soyez sérieux sur ce point. Je déteste les gens qui ne sont pas sérieux à propos de repas. C'est bien plat, de leur part. Lady Bracknell et Mr. Pratt. Bonsoir, cher Aganon. Vos comptes comptent bien, j'espère. Je me porte très bien, chère tante Augusta. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les deux choses, en fait, se font rarement ensemble. Mon Dieu, comme vous êtes chic. Moi, je suis toujours chic. C'est pas vrai, souvent. Vous êtes Miss Fairfax? Absolument pas. Je ne pourrais plus me perfectionner. J'entends me perfectionner de toutes les manières. Je suis un peu contrariée de venir un peu tard à Guermont, mais j'ai dû aller voir la chère Lady Arbury. Je n'étais pas allée la voir depuis la mort de son pauvre mari. Je n'ai jamais vu de femme aussi changée. On lui donnerait bien 30 ans de moins. Les années qu'une femme retranche de son âge ne sont pas des années perdues pour tout le monde. Elle les ajoute généreusement à l'âge de ses meilleurs amis. Il y a bien des vrais dans ce mensonge-là. Mais à présent, je vais prendre une tasse de thé, avec l'un de ces succulents sandwichs cancan que vous m'avez promis. Certainement, tante Augusta. Gwendoline, voulez-vous venir près de moi, s'il vous plaît? Je me trouve très bien où je suis. Merci. Merci. Oh, Algernon, j'ai pour vous ce soir un vrai régal. Je compte vous placer près de Mary Faircar. Une femme toute à fait charmante et si pleine d'attention pour son mari. C'est charmant de le regarder. Je crains qu'il me faille renoncer au plaisir de dîner avec vous ce soir, tante Augusta. Oh, j'espère que non, Algernon. Cela nous organiserait toute ma table. Votre oncle serait obligé d'aller dîner dans sa chambre. Par bonheur, il a l'habitude. Oui, mais le fait est que je viens de recevoir une dépêche m'apprenant que mon pauvre ami Bunbury vient d'avoir une rechute épouvantable. Eh bien, je dois dire que ce monsieur Bunbury m'a tout l'air d'avoir une bien mauvaise santé. Oui,
Banbury souffre d'un mal chronique épouvantable. Eh bien, je dois dire à Algernon qu'il est grand temps, à mon avis, que ce monsieur Banbury prenne son parti de vivre ou de mourir. Sa façon de vouloir ou de ne pas vouloir de Bruxelles sur moi est impossible. Je vous prierai de lui dire de ne pas avoir, surtout samedi, de rechute, car je compte sur vous pour organiser mon concert. Oui, c'est ma réception dernière. J'ai besoin de quelque chose pour encourager la conversation. Surtout en cette fin de saison, où les gens ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Ce qui, en quelque sorte, n'était pas grand-chose. Je jetterai un coup d'œil sur le programme projeté. Si vous daignez me suivre un instant à côté. Après quelques petites corrections, le programme sera charmant, j'en suis certaine. Gwendoline, vous me suivez, n'est-ce pas? Certainement, maman. Aux charmantes journées, Miss Fairfax. Ah, ne me parlez pas du temps, monsieur Worsing, je vous en prie. Toutes les fois qu'on me parle du temps, je suis absolument certaine qu'on a toute autre chose en tête. Et cela me rend si nerveuse. J'ai en effet toute autre chose en tête. Je m'en doutais. D'ailleurs, jamais je ne me trompe. Je voudrais qu'il me fût permis de mettre à profit cette brève absence de Lady Bracknell. Certes, je vous engage à le faire. Maman a des façons si personnelles de sortir brusquement d'une pièce. J'ai dû maintes fois en gronder. Oh, Miss Fairfax, depuis que pour la première fois je vous ai vu, je vous ai admiré plus qu'aucune autre jeune fille que j'ai rencontrée. Oui, depuis que je vous ai rencontré, vous... Bon, je sais tout ça très bien. Vous avez toujours eu pour moi un irrésistible penchant. Oui, nous vivons, monsieur Worsing, dans un siècle idéaliste. Mon idéal à moi, c'est donc depuis toujours d'aimer quelqu'un qui s'appelle Constant. Je trouve quelque chose en ce nom qui inspire une confiance absolue. Dès le moment où mon cousin m'a appris qu'il avait un ami nommé Constant, je connus que j'étais faite pour vous aimer. Vous m'aimez donc vraiment? Passionnément. Gwendoline, vous ne savez combien vous me rendez heureux. Mon Constant à moi. Ne voulez-vous pas dire que si mon nom était Constant, vous ne pourriez alors m'aimer? Mais votre nom est Constant. Certes, mais en supposant qu'il soit tôt, ne vous serait-il plus possible de m'aimer? Cela, c'est évidemment du mirage, les vérités. Moi, pour mon compte personnel, je ne tiens pas si fort à m'appeler Constant. Je ne crois pas que ce nom m'aille très bien. Il vous va ravir. C'est un nom divin. Il porte sa propre musique. Il rassure. Il est sérieux. Constant. 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 Véritablement, Gwendoline, je dois dire qu'à mon avis, il est quantité d'autres noms bien plus jolis. Jack, par exemple, est à mon goût nos charmants. Jack? Non. Jack. Il y a très peu de musique en ce nom, si même il y en a. Ça ne frémit pas. Jack. Mais ça ne produit nul effet sérieux. J'ai connu plusieurs Jack. Tous sans exception étaient d'une laideur un peu plus qu'en Jack est un nom qui sert en outre à l'usage des domestiques qui s'appellerait John. Et je plains toute femme qui devrait épouser un homme appelé John. Sans doute ne connaîtrait-elle jamais le plaisir enivrant d'un seul moment de solitude. Elle entendrait ce nom partout. Non. Le seul nom qui m'inspire une sécurité réelle, c'est Constant. Oh, Gwendoline, il me faut baptiser tout de suite. Je veux dire, il nous faut marier sans retard. Vous mariez, monsieur Worsing? Assurément. Puis-je vous demander votre main? L'occasion serait agréable. Et pour vous épargner tout crève-cœur, je crois loyal de vous dire tout franc d'avance que mon cœur est tout à fait prêt à vous agréer. Oh, Gwendoline. Gwendoline, je vous demande... Monsieur Worsing, relevez-vous, monsieur. Quitte cette attitude de demi-ventrée. Oh, vous êtes des plus inconvenants. Maman, je dois vous prier de vous retirer. Ce n'est point ici votre place. Monsieur Worsing, d'ailleurs, n'a pas encore fini. Fini? Quoi donc fini? Puis-je le demander? Votre main. Me voilà fiancée avec monsieur, maman. Fiancé? Permettez, vous n'êtes fiancé à personne. Lorsque vous serez fiancé à quelqu'un, moi, votre pauvre père, si sa santé le lui permet, nous vous informerons du fait. À présent, j'ai quelques petites questions à poser à monsieur Worsing. Pendant ce petit interrogatoire, Gwendoline, vous m'attendrez dans la voiture. Maman! Dans la voiture, Gwendoline. Gwendoline, dans la voiture! Pouvez vous asseoir, monsieur Worsing? Merci, Lady Bracknell, je préfère rester debout. Je crois de mon devoir de vous informer que vous n'êtes point sur ma liste de fiancés éventuels, bien que ma liste soit semblable à celle de la duchesse de Bolton. En fait, nous opérons ensemble. Toutefois, je veux bien rajouter votre nom si vous répondez à mes questions sur ce qui exige une mère à l'affection fatale. Quel est votre revenu? De 7 à 8 000 livres par an. En terre ou en placement? Emplacement pour la plus grande part. J'ai une maison de campagne avec un peu de terre autour, mais mon vrai revenu ne provient pas de là. Mais vous avez, j'espère, une maison en ville. J'ai une maison à Belgrave Square, Et c'est à quel numéro de la Square? 149. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Ce côté-là n'est pas à la mode. Mais cela peut changer aisément. La mode ou le côté? Les deux, si c'était nécessaire. Mais à présent, votre opinion politique. Je
Je crains réellement de n'en avoir aucune. Je suis pour l'union libérale. Parfait, c'est très bien noté pour les dîners et les soirées. Mais maintenant, question moindre. Vos parents vivent encore. J'ai perdu mon père et ma mère. Perdre un de ses parents, monsieur, peut être vu comme un malheur. Mais perdre les deux, cela vous donne des airs de négligence. Le fait est que je vous ai dit que j'avais perdu mes parents. Je devrais, pour rapprocher la vérité, dire que mes parents semblent m'avoir perdu. Je ne sais qui je suis de par mon baptême. Bref, j'ai été trouvé. Trouvé? Défunt monsieur Thomas Cardew, m'ayant trouvé, me baptisa Worcy, car le hasard voulut qu'il eût à ce moment-là dans sa poche un billet pour Worcy, billet de première classe. Et où donc ce charitable gentleman de billet de première classe vous trouva-t-il? Dans un sac de voyage. Dans un sac de voyage. Et oui, du papier, un sac de voyage. Un sac en cuir noir, de grande dimension, avec des poignées, bref, un sac de voyage ordinaire. Et dans quelle localité ce monsieur James Thomas Cardew vous trouva-t-il dans un sac de voyage ordinaire? Au bagage de la gare Au Victor. bagage de la gare Victor. Oui, ligne de Brighton. Mais la ligne m'importe peu, monsieur. Je me sens quelque peu troublée par ce que vous venez de me dire. Être né ou avoir été élevé dans un sac de voyage avec ou sans poignée me paraît un excès de mépris à l'égard des convenances ordinaires. Mépris qui me rappelle les pires outrances de la Révolution française. Mais que dois-je faire? Et je veux dire que je ferai l'impossible pour assurer à Gwendoline le bonheur. Monsieur Worthing, je vous engage d'acquérir des parents de l'un ou de l'autre sexe avant que la saison soit tout à fait finie. Je ne vois pas bien comment je pourrais faire. Je pourrais à toute réquisition vous apporter le sac de voyage. Je crois qu'on va vraiment se contenter. Qui? Moi, monsieur? Croyez-vous que Lord Bradler et moi-même rêvions de donner Gwendoline, notre fille unique, une enfant élevée avec tant de soin, en mariage dans une consigne, et de contracter union avec un feu catholique? Bonsoir, monsieur Worthing. Bonsoir. Mon vieux, cela marche comme il faut. Moi, avec Gwendoline, cela marche tout droit. Nous sommes fiancés. En ce qui la regarde, vous savez, elle est absolument insupportable. À propos, avez-vous dit la vérité à Gwendoline? Et c'est-elle enfin que vous êtes à la ville Constant et Jack à la campagne? Mais la vérité n'est pas ce qu'on va dire à une jolie fille aimable et raffinée. Quelle idée extraordinaire vous faites-vous sur la façon de se conduire avec une femme? La seule manière possible de se conduire avec une femme, c'est de lui faire la cour si elle est jolie. Et si elle est vilaine, de la faire à une autre. C'est encore une sottise. Et parlez donc de votre frère, de ce polisson de Constant. Avant la fin de la semaine, j'en vais être débarrassé. Moi, j'annoncerai qu'il est mort d'un coup de pied. Et oui, mon cher garçon, mais c'est héréditaire. C'est un de ces détails qu'on sait dans les familles. Vous feriez mieux de parler d'un très gros refroidissement. Un gros refroidissement? Cela n'a rien d'héréditaire. Ce n'est pas contagieux. Tandis bien sûr. Oui, cela ne l'est pas. Et maintenant, mon bon ami, si nous voulons avoir chez Willis une table acceptable, il faut habiller tout de suite et partir. Que ferons-nous après dîner? Irons-nous au théâtre? Ah non, je déteste écouter. Nous irons à mon cercle. Non, je déteste causer. Bon, nous pourrions aller à l'Empire vers 10 heures. Ah non, je déteste encore plus regarder les objets. C'est un plaisir si sot. Mais que ferons-nous alors? Rien. Nous rien faire. Mais c'est une affreuse corvée. Enfin, je ne recule pas devant une corvée lorsque son but n'est défini d'aucune sorte. Miss Fairfax. Gwendoline. Ah, ça, ma parole. Aggie, ayez la bonté de nous tourner le dos. J'ai quelque chose de très particulier à dire à monsieur Worthing. Vrai? Je ne crois pas pouvoir autoriser cela. Il se peut pourtant que notre mariage ne se fasse jamais. Jamais.
D'après l'expression de la figure de maman, je crains de ne pouvoir jamais nous marier. C'est que peu de parents ont égard de nos jours à suivre leurs enfants. Le respect envers les jeunes à l'ancienne mode se meurt rapidement. J'ai votre adresse à la ville, à Villalbany. Quelle est votre adresse à la campagne? Maison du manoir, Woolton, comté d'Hertford. Maison du manoir, Woolton, comté d'Hertford. Maison du manoir, Woolton, comté d'Hertford. Je veux communiquer chaque jour avec vous. Combien de temps encore resterez-vous en ville? Jusqu'à lundi. Bien. Maintenant, Ali, Eh bien, vous pouvez vous retourner. merci, c'est déjà fait. Vous pouvez vous sonner. Puis-je vous raccompagner, Monsieur Pratt? Certainement. Je raconterai à Monsieur Pratt. Bien, sir. Des factures, Lane. Un verre de sherry. Bien, sir. Demain, je pars rendre visite à Bunbury. Bien, sir. Je ne reviendrai pas sans doute avant lundi. Vous pouvez préparer mon habit de soirée, mes smokings et tous les complets pour Bunbury. Bien, sir. Qu'est-ce que c'est, Lane? C'est un solliciteur de sir. Ah! Et qu'a-t-il dit? Il a écrit, sir. Dites-lui que j'aviserai, Lane. Bien, sir. Lane, vous irez me chercher une autre boutonnière. Inutile, sir. Comme vous êtes prévoyant. Prévoir est un devoir, sir. La maison du manoir Woolton, comté d'Hertford. Cécile! Cécile! Assurément, une occupation aussi utilitaire que l'arrosage des fleurs. Rentre dans le travail de Woolton plutôt que dans le vôtre. Surtout en ce moment où s'attendent les plaisirs de l'intelligence. Votre grammaire allemande est sur la table. Ouvrez-la, je vous prie, ouvrez-la, page 15. Nous allons répéter votre leçon d'hier. Mais je n'aime pas l'allemand. Ce n'est pas là du tout un langage qui m'aille. Je me rends parfaitement compte que j'ai l'air laide après ma leçon d'allemand. Vous savez combien votre tuteur tient à pouvoir faire en tout des progrès. Et lorsqu'il nous quitta hier pour la ville, c'est sur votre grammaire allemande qu'il insista le plus. D'ailleurs, c'est toujours sur la grammaire qu'il insiste quand il part pour la ville. Ah, c'est cher, oncle Jack. Constant et sérieux. Et tellement parfois que je crois qu'il n'est pas en parfaite santé. Cécile, vous me surprenez. Monsieur Worsing a eu tant d'ennuis dans sa vie. Dès qu'il était sans sujet, des choses triviales seraient déplacées dans sa bouche. Surtout en ce moment où vous devez vous rappeler son inquiétude constante pour un malheureux jeune homme, son frère. J'aimerais bien que l'oncle Jack permît à ce malheureux jeune homme, son frère, de se montrer parfois ici. Nous pourrions exercer sur lui, Miss Prism, une influence favorable. Vous le feriez, j'en suis certaine. On sait que l'allemand et la géologie, et bien des choses de ce genre, sur un homme toujours, ont beaucoup d'influence. Oh, je ne suis pas capable, je crois, d'exercer la moindre influence sur un être dont le caractère, de l'aveu de son propre frère, est faible et vacillant irrémédiablement. Je me demande même si je voudrais sincèrement l'améliorer. Je ne suis guère favorable à cette actuelle manie de vouloir métamorphoser les gens pervers en gens honnêtes sur commande, qui savent ainsi le vent récolte à la tempête. Mais il faut laisser là votre journal, Cécile. Je ne vois pas pourquoi vous tenez un journal. Si je tiens un journal, c'est afin d'y inscrire tous les événements merveilleux de ma vie. Si je ne les inscrivais pas, probablement les oublierais-je tout à fait. Mais la mémoire, ma chère enfant, c'est le journal que nous portons tous avec nous. Mais la mémoire, d'ordinaire, prend note des événements qui ne sont jamais arrivés, qui ne pouvaient se produire en aucune façon. Bref, la mémoire est responsable, selon moi, de presque tous les beaux romans en 3 volumes qui paraissent. Ne parlez pas de cette légèreté des romans en 3 volumes. C'est que j'en ai moi-même écrit un dans le temps. Vous êtes joliment habile. Il n'avait pas j'espère un heureux dénouement. Ces heureux dénouements m'épuisent. Oh, les braves gens finissaient bien, les canailles finissaient mal. Ainsi le veut la fiction.
Je le crois, mais cela me paraît bien injuste. Enfin, votre roman a été publié? Hélas, mon manuscrit fut tristement abandonné. Abandonné? Oui, je donne au mot le sens de perdu, égaré. Mais ces constatations sont sans utilité. À votre tâche, Cécile. Mais j'aperçois le chamois de chasuble qui vient à travers le jardin. Le chamois de chasuble, mais c'est un vrai plaisir. Comment allons-nous ce matin? Miss Chris, vous allez bien, j'espère? Cécile, je ne pas dit un mot à propos de migraine. Non, Janice, mais j'ai senti instinctivement que vous aviez la migraine. En fait, je pensais à cela plus qu'à ma leçon d'allemand lorsque le chanoine est venu. J'espère que vous n'êtes pas inappliquée, Cécile. Je redoute beaucoup de l'être. Voilà qui est étrange. À votre place, moi, si j'avais le bonheur d'être l'élève de Miss Prism, je resterais toujours suspendu à ses lèvres. Oh, j'ai parlé Miss Prism, métaphoriquement. Ma métaphore est tirée de sa grippe. Mais je ne voudrais pas déranger plus longtemps Égérie et sa jeune élève. J'ai pour nom Laetitia et non Égérie, mon révérend. C'est simple allusion classique tirée des auteurs profanes. Sans doute vous verrai-je au plein champ l'une et l'autre. Oh, je crois que je vais faire un petit tour avec vous. J'ai un peu mal à la tête. L'air pourra certainement me faire du bien. Avec plaisir, Miss Prism. Nous pourrions par exemple aller jusqu'aux écoles, puis revenir. Oh, cela serait charmant. Cécile, pendant mon absence, vous étudierez l'économie politique. Mais vous pourrez passer tout le chapitre sur la baisse de la roupie. Ça est un peu trop sensationnel. Il n'est pas jusqu'à la simple valeur du métal qui nous prenne un aspect néodramatique. Horrible économie plus ou moins politique. Plus horrible allemand. Horrible, horrible géographie. Monsieur Constant Worthing arrive de la gare. Il a avec lui ses bagages. Monsieur Constant Worthing, vice-prince bienvenue. C'est le frère de l'oncle Jack. Lui avez-vous dit que Monsieur Jack Worthing était en vie? Oui, Miss. Il a eu l'air assez déçu. J'ai dit qu'avec Miss Prism, vous étiez au jardin. Il a dit qu'il tenait beaucoup à vous parler en particulier. Bien. Faites entrer, Monsieur Worthing. Bien, Miss. Vous ferez bien aussi, je crois, de prévenir la gouvernante au sujet d'une chambre. Bien, Miss. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un seul très mauvais sujet. Je me sens un peu effrayée. J'ai peur, tellement peur qu'il ressemble au premier venu. Et il y ressemble. Vous êtes sûrement Cécile, ma petite cousine. Vous faites une étrange erreur. Je ne suis pas petite. En fait, je crois même être déjà fort grande pour mon âge. Mais je suis votre cousine Cécile. Et vous, d'après ce que je vois sur votre carte, vous êtes le frère de l'oncle Jack, mon cousin Constant. Mon coquin, mon cousin Constant. Mais je n'ai rien d'un coquin, ma cousine Cécile. Il ne faut pas que vous me croyiez un coquin. Si vous ne l'êtes pas, vous nous avez alors trompé de la façon la plus inexcusable. J'espère que vous n'avez pas mené une double existence en vous donnant l'air d'un coquin tout en étant qu'un honnête homme. Ce serait de l'hypocrisie. Oh, naturellement, j'ai été assez étourdi. Je suis bien aise de l'apprendre. En fait, puisque vous en parlez, je fus coquin dans la mesure de mes très modestes moyens. Vous n'avez pas le droit d'en être fier. Je trouve à mon avis que cela a dû vous être fort agréable. Mais beaucoup plus agréable d'être ici près de vous. Mais je puis comprendre comment vous êtes ici. L'oncle Jack ne devait rentrer que lundi après-midi. Oui, une affreuse déception, ai-je besoin de vous le dire. Le fait est que je dois repartir par le premier train de lundi, car j'ai un rendez-vous d'affaires. Et je tiens beaucoup à le manquer. Ne pouviez-vous le manquer n'importe où, mais ailleurs qu'à Londres? Non, le rendez-vous est à Londres. Bon, naturellement, je sais combien il est important de manquer un rendez-vous d'affaires lorsque l'on tient à garder un certain sentiment de la beauté de l'existence. Mais je sais que l'oncle Jack veut vous dire quelques mots avant votre émigration. Avant mon quoi? Avant votre émigration. Il est allé acheter votre équipement. Je ne permettrai certes pas à Jack d'acheter mon équipement, car il n'a pas le moindre goût sur le chapitre des cravates. Je ne crois pas qu'en Australie, où l'oncle Jack compte vous envoyer, vous ayez besoin de cravates. En Australie, plutôt la mort. Bon, mais mercredi soir à dîner, l'oncle Jack a dit que vous deviez choisir entre celui-ci, l'autre ou bien l'Australie. Parfait. Les détails que l'on m'a donnés sur l'autre monde et l'Australie ne sont pas très encourageants. C'est pourquoi ce monde-ci est assez bon pour moi, ma cousine Cécile. Oui, mais serez-vous assez bon pour lui? J'ai bien crainte de ne pas l'être. Aussi, voudrais-je que vous me rediriez l'heure. Si cela ne vous ennuyait pas, vous pourriez d'une telle tâche vous faire un bel apostolat. Je n'en aurai pas le temps peut-être en cet après-midi. Bon, mais vous serait-il égal dans cet après-midi, je me change moi-même. Ce serait, il me semble, être un peu Don Quichotte. Mais je pense que vous devriez essayer.
J'essaierai. Je me sens déjà bien meilleur. Vous m'avez l'air encore un peu suspect. C'est parce que j'ai faim, peut-être. Quelle imprévoyance est la mienne. J'aurais dû me rappeler que lorsqu'on va s'engager dans un nouveau genre de vie, il faut des repas réguliers. C'est une règle d'hygiène. Entrez donc, voulez-vous? Pourrais-je cueillir une fleur pour marier ma boutonnière? Car je n'ai pas le moins d'appétit quand je n'ai pas d'abord fleuri ma boutonnière. Une maréchale Lily? Non, j'aimerais mieux une brochette. Pourquoi? Parce que vous avez l'air d'une brochère, ma cousine Cécile. Vous êtes la plus belle. Belle qui m'ait été donnée. Miss Prise dit que les vers séduisants sont un piège. Ce sont de ces pièges auxquels tout être raisonnable aime à se faire prendre. Je crois que je ne tiendrai guère à prendre un homme raisonnable. Je ne saurai jamais de quoi m'entretenir. Mais vous êtes beaucoup trop seul, vos révérends. Il faudrait songer à vous marier. Un misanthrope, encore je pourrais comprendre. Mais une femme anthrope, jamais. Femme anthrope, oh, croyez-moi, je ne mérite pas une appellation si marquée de néologisme. La règle comme la pratique de notre primitive Église était nettement opposée au mariage pour les prêtres. C'est sans doute pour cette raison-là que votre primitive église n'a pas duré jusqu'à nos jours. Et vous n'avez pas l'air de bien vous rendre compte qu'en demeurant célibataire, un homme devient en public une tentation quasi perpétuelle. Les hommes devraient beaucoup mieux mentir. Leur célibat même conduit à leur perte assurée de plus faible nature. Un homme marié n'a-t-il autant d'attrait? Un homme marié ne doit avoir d'attrait que pour sa femme. Et pourtant, à ce qu'on dit, il n'en a pas même pour elle. Tout dépend des affinités intellectuelles de la femme. L'âge mûr peut inspirer confiance, la maturité donner sécurité. Les femmes jeunes sont trop vertes. Vertes? J'employais là le langage horticole. C'était le fait que m'avait d'abord attiré. Mais vous dites Cécile? Ceci nous aura suivis jusqu'aux écoles. Monsieur Worthing! Monsieur Worthing! Voilà vraiment une surprise. Nous ne vous attendions ici que lundi dans l'après-midi. Moi, j'ai dû rentrer plus tôt que je ne pensais. Oh, mon pauvre révérend, vous allez bien, je pense. Mon cher monsieur Worthing, j'espère que cette tenue en délit n'annonce pas quelque terrible catastrophe. Mon frère. Toujours des détenteuses ou bien quelques extravagances encore. Est-ce qu'il mène toujours une vie de plaisir? Mort. Quoi, mort? Votre frère Constant? Tout à fait mort. Quelle leçon pour lui? Elle lui servira, j'espère. Mon cher monsieur Worthing, je vous présente mes sincères condoléances. Vous avez tout au moins la satisfaction de vous dire que vous lui fûtes le plus généreux, le plus indulgent des frères. Pauvre Constant. Oh, certes, il avait bien des défauts. Mais c'est un triste coup. Oui, bien triste, en effet. Étiez-vous près de lui ces derniers moments? Non, il est mort à l'étranger. La cause de la mort était-elle indiquée? Un grave refroidissement, à ce qu'il paraît. Qui sème ainsi le vent récolte la récolte. Montrons-nous charitables, cher Miss Prise, montrons-nous charitables. Nul de nous n'est parfait. Moi-même, je suis spécialement sensible au courant d'air. L'enterrement se fera-t-il ici? Non, il semble avoir exprimé le vœu pour l'île de Paris. À Paris? Voilà qui j'entends, n'indique pas qu'il nous gardait quelque bon sens dans l'âme à ces derniers moments. Sans doute souhaiteriez-vous que je fisse dimanche prochain dans mon prêche quelques discrètes allusions à ce tragique événement familial. Mon sermon sur la manne dans le désert s'adapte à toutes les circonstances, qu'elles soient gaies ou désolantes comme c'est le cas aujourd'hui. Je l'ai prononcé à des fêtes, pour les récoltes, des baptêmes, des confirmations. Vous avez dit de baptême, mon révérend? Et vous devez donc savoir fort bien baptiser, je suppose. Je veux dire, vous devez continuellement baptiser. Voilà, parce que le fait est, je voudrais, si vous n'avez rien de mieux à faire, être baptisé par vous cet après-midi. Avec plaisir, monsieur Worthing, mais ne l'êtes-vous pas déjà? Moi, je n'en garde nul souvenir. Oh, je pourrais vous voir vers 5 heures. Parfaitement, parfaitement. Maintenant, je ne voudrais pas m'imposer plus longtemps dans un logement. Je vous demande simplement de ne pas vous laisser miner par le chagrin, ce qui nous paraît être une épreuve et souvent d'un bienfait caché. Ceci me sent, et de la façon la plus nette, un bienfait. L'oncle Jack, oh que j'ai de plaisir à vous voir revenu. Mais quel affreux costume! Allez donc le changer. Cécile! Mon enfant, mon enfant! Oncle Jack, qu'est-ce qu'il y a? Ayez l'air heureux. On dirait que vous avez le mal dedans. Et moi qui vous ménageais une telle surprise, qui croyez-vous trouver dans la salle à manger? Votre frère! Qui? Votre frère Constant! Il nous est arrivé, voilà bientôt 1 heure. Quel compte! Mais je n'ai plus de frère! Oncle Jack, ne dites pas cela. Si mal qu'il se soit envers vous conduit dans le passé, il n'en est pas moins votre frère. Et pour le renier, vous avez trop de cœur. Je vais lui dire de sortir et vous échangerez une poignée de main. N'est-ce pas, mon petit oncle Jack? Voilà de joyeuses nouvelles. Quand nous nous étions tous résignés à sa perte, rien n'est plus désolant que ce brusque retour. Le frère dans la salle à manger. Je sais ce que ça veut dire, mais c'est absolument stupide.
Grand Dieu! Frère Jack, je viens de la ville vous dire que je suis peiné du mal que je vous ai causé, et que je compte désormais mener une meilleure vie. Oncle Jack, vous n'allez pas refuser de tendre la main à votre propre frère. Rien ne peut me forcer à lui prendre la main. Je trouve sa venue ici fort malséante. Et il sait parfaitement pourquoi. Oncle Jack, soyez gentil. Il est du bon dans tous les hommes. Constant me parlait seulement de son pauvre ami Bunbury, atteint de maladie chronique. Des mots qui montrent tant de bonté pour un malade et renonce au plaisir de Londres afin d'aller s'asseoir auprès d'un lit de douleur. Vous dites qu'il vous a parlé de Bunbury. Il m'a dit tout ce qui concernait son pauvre monsieur Bunbury et son fils d'état de santé. Bunbury. Mais j'entends qu'il ne vous parle ni de Bunbury ni de n'importe quoi. C'est là de quoi vous rendre enragé tout à fait. Si vous ne serrez pas la main d'oncle Jacques, oncle Constant, je ne vous le pardonnerai jamais. Vous ne pardonnerez jamais? Jamais, jamais, jamais. Eh bien, soit. Mais si je le fais, c'est pour la dernière fois. C'est charmant, n'est-ce pas, de voir si parfait raccommodement. Je crois que nous pouvons laisser les deux pages ensemble. Vous avez nous ici? Certainement. Ma petite tâche de réconciliation est terminée. Vous venez d'accomplir là, mon enfant, une belle action. Ne ferons pas de jugement prématuré. Moi, je me trouve très heureux. Vous, polisson, Andy, il vous faut partir d'ici. Et le plus tôt possible. Je n'aime pas qu'on vienne ici pour y faire du Bunbury. J'ai fait mettre les effets de Monsieur Constant dans la chambre qui touche à la vôtre, monsieur. Cela m'a bien lâché, je pense. Quoi? Les effets de Monsieur Constant, monsieur. Je les ai déballés, j'ai fait placer dans la chambre près de la vôtre. Ces effets. Oui, monsieur. 3 sacs de voyage, un nécessaire de toilette, 2 grandes boîtes à chapeau, plus un grand panier à provisions. Je ne resterai pas sans doute plus d'une semaine. Mary, faites hâter la voiture. Monsieur Constant vient d'être rappelé pour Montagne. Bien, monsieur. Quel terrible menteur vous faites, Jack! Rien, ni personne ne me rappelle en ville. Et c'est votre devoir de gentleman qui vous rappelle en ville. Quoi qu'il en soit, il vous faudra partir pour le train de 4h05. Alors je vous souhaite très bon voyage jusqu'à la ville. Votre Bunbury, pour parler votre jargon, n'aura pas réussi tout à fait. Moi, je trouve qu'il me réussit à merveille. Je suis amoureux de Cécile et tout est là. Mais avant de partir, il faut que je la voie et que je prenne des mesures dans notre Bunbury. Ah, c'est elle. Oh, je suis revenue seulement pour les fleurs. Je vous croyais avec oncle Jack. L'oncle Jack est allé commander qu'on attelle la charrette pour moi. C'est qu'il veut vous emmener faire une agréable promenade. Il veut me renvoyer. Alors, il faut déjà que nous nous séparions? Je le crains. Et cela me semble bien pénible. Il est toujours pénible de quitter des gens que l'on n'a connus qu'un petit peu de temps. L'absence de vieux amis se supporte encore avec calme. Mais une séparation, même momentanée, de quelqu'un de qui l'on vient de faire connaissance, c'est franchement insupportable. Merci. La voiture est à la porte, monsieur. Faites, Mary, attendre 5 minutes. Bien, mis. Cécile, je ne vous offenserai pas, du moins je l'espère, en vous affirmant franchement, ouvertement, que vous me paraissez à tous les points de vue une vivante allégorie de l'absolue perfection. Monsieur Constant, et si vous daignez me le permettre, j'inscrirai dans mon journal votre remarque. Vous donnez un journal, Cécile. Je donnerai n'importe quoi pour y pouvoir jeter un coup d'œil. Le puis-je? Oh non, ce ne sont que des notes, vous savez, des pensées, les impressions d'une toute jeune personne. En outre, cela doit être publié. Vous en commanderez, j'espère, un exemplaire quand le volume paraîtra. Mais ne restez pas là, Constant, je vous en prie. J'aime beaucoup écrire ainsi, sous la dictée. Nous en étions à l'absolue perfection. Et vous pouvez continuer, je suis prête à écrire encore. Ne poussez pas, surtout Constant. Lorsque l'on dicte, on doit s'exprimer clairement et sans tousser. Je ne vous offenserai pas, Cécile, du moins je l'espère. Car je vous aime passionnément, ardemment et désespérément. Vous ne devriez pas, à mon avis, dire que vous m'aimez passionnément, ardemment et désespérément. Ce désespérément n'a pas l'air bien intelligible, n'est-il pas vrai? Cécile. Monsieur, la voiture attend. Dites-lui de revenir dans 8 jours à la même heure. Bien, monsieur. L'oncle Jacques ne serait pas très heureux s'il savait vous revoir ici à la même heure dans 8 jours. Oh, je n'ai pas souci de Jack. Et je n'ai souci de personne au monde sinon de vous, Cécile. Je vous aime.
Petit niais, bien sûr. Voilà bien de sa fiancée. Bientôt 3 mois? Oui, cela fera 3 mois jeudi. Et comment nous sommes-nous fiancés, s'il vous plaît? Eh bien, mais c'est depuis le jour où l'oncle Jack nous a appris qu'il avait un frère fort mauvais sujet. Un coquin. Aussitôt, naturellement, il est devenu, entre Mystique et moi, le principal sujet de conversation. Un homme devient intriguant quand on parle de lui. On sent qu'il doit avoir quelque chose en lui, tout de même. Ce fut sottise de ma part, je confesse, mais je devins folle de vous, Constant. Quand cette promesse fut-elle réellement faite? Le jour de la Saint-Valentin, au mois de février dernier. Là, au bout du compte, de voir que vous ignoriez complètement mon existence, je résolus d'en finir, d'une façon ou bien d'une autre. J'acceptai votre main sous ce vieil arbre aussi, et dès le lendemain, j'achetai ce pauvre anneau qui forme un vrai lien d'amour, et je vous ai promis de le porter toujours. C'est donc moi qui vous l'ai donné. Il est très joli, n'est-ce pas? Oui, vous avez un bon goût étonnant. C'est l'excuse que je vous ai toujours donnée pour votre déplorable train de vie. Et voici le livret où je garde toutes vos chères lettres. Mes lettres? Mais je ne vous ai jamais écrit aucune lettre, Cécile. Est-il besoin de me le rappeler? J'ai dû les écrire moi-même. J'écrivais 3 fois par semaine toujours, et plus souvent parfois. Laissez-moi les lire. Oh non, vous auriez trop d'orgueil après cette lecture. Les 3 lettres, surtout que vous m'avez écrites après que j'eus rompu, sont si belles et si mal orthographiées que même aujourd'hui, je ne puis les lire sans en pleurer après. Est-ce que notre accord aurait été rompu, Cécile? Naturellement, il le fut. Ce fut le 22 mars de cette même année. Vous pouvez, si vous le désirez, lire la mention. Aujourd'hui, tout est rompu avec Constant. Je sens qu'il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Le temps est toujours aussi beau. Je suis très fâché de vous entendre dire que vous avez rompu, Cécile. Surtout lorsqu'il faisait si beau. Qu'est-ce que je vous avais fait? Moi, Cécile, je ne vous avais rien fait du tout. C'eût été un accord peu constant, n'est-ce pas? S'il n'eût été rompu pour le moins une fois. Mais je vous avais pardonné avant la fin de la semaine. Quel ange de perfection vous êtes, ô Cécile. Et vous ne romprez plus jamais notre accord. Je pourrais, il me semble, maintenant que je vous connais, rompre pour tout de bon. Mais il y a la question de votre nom. Oh, mon nom. Naturellement. Il ne faut pas rire de moi, mais darling, ce fut toujours un de mes rêves de jeune fille, d'aimer un homme ayant un nom comme Constant. Il y a je ne sais quoi dans ce nom qui inspire pleine confiance. Et je plains toute pauvre épouse dont le mari ne se nommerait pas Constant. Mais, sérieusement, Cécile, si je n'avais pas de nom Constant, ne pourriez-vous m'aimer? Quel nom? Le nom qui vous plaira. Algernon, par exemple. Oh, ce nom d'Algernon, je ne le goûte guère. C'est un très joli nom. En fait, c'est un nom charmant. La moitié des gaillards que l'on poursuit pour tête en prenant Algernon. Mais, sérieusement, Cécile, si j'avais le nom Alki, ne pourriez-vous m'aimer? Je pourrais vous porter du respect, admirer votre caractère, mais je crains bien de ne pouvoir vous accorder mon attention sans partage. Votre recteur est, à ce que je pense, tout entièrement au fait de tous les rites et pratiques de l'Église. Le chanoine est très savant. Il n'a jamais écrit de livre. Il en sait non par conséquent. Il faut que je le voie pour un baptême. Je veux dire un sujet d'une grande importance. Oh. J'en aurai pour une demi-heure, Cécile, pas plus. Comme nous sommes fiancés depuis le 14 du mois de février dernier, et comme je ne vous ai vu qu'aujourd'hui pour la première fois, il me semblerait très fâcheux de me quitter pour un temps aussi long. Une demi-heure. Ne pourriez-vous le réduire à 25 minutes? J'en aurai pour un instant, Cécile. Quel impétueux jeune homme. Comme j'aime sa chevelure. Je dois dans mon journal écrire sa demande. Qu'est-ce que c'est? C'est Miss Fairfax qui se présente à l'instant pour voir Monsieur Worthing. Une très importante affaire à ce qu'assure Miss Fairfax. Monsieur Worthing est-il dans sa bibliothèque? Non, Monsieur Worthing est sorti. Je l'ai vu sortir tout à l'heure. Il allait vers le presbytère. Bien, faites entrer Miss Fairfax. Monsieur Worthing ne serait tardé à entrer. Bien, Miss. Miss Fairfax, je suppose que c'est une de ces bonnes vieilles dames avec qui l'oncle Jack aime à collaborer pour ses œuvres philanthropiques. Je ne goûte guère, moi, ces personnes qui s'occupent de philanthropie. C'est beaucoup trop se compromettre, à mon avis. Miss Fairfax. Si vous le permettez, je me présenterai d'abord. Je me nomme Cécile Cardew. Cécile Cardew, enchantée. Quel joli nom, quel nom charmant. Quelque chose me dit que nous allons bientôt devenir d'intimes amis.
vous aime déjà plus que je ne puis dire, car ma première impression sur les gens jamais ne me trompe. Comme c'est gentil à vous de me montrer tant de tendresse, comme nous nous connaissons depuis si peu de temps, ensemble. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ai Cécile, n'est-ce pas? Vous me feriez plaisir. Vous voudrez bien m'appeler aussi Gwendoline. Si vous le désirez. Alors c'est convenu, n'est-ce pas? Je l'espère. Voilà, l'occasion me semble favorable pour vous apprendre qui je suis. Mon père est Lord Blackwell. Vous n'avez jamais, je suppose, entendu parler de papa. Non, je ne crois pas. C'est qu'en dehors du cercle de famille, papa, je me plais à le dire, reste tout à fait inconnu. Ah, ma chère Cécile, maman, qui a sur l'éducation des vues extrêmement sévères, m'a doté avec son système une vue extrêmement courte. Aussi ne vous offensez pas si je vous considère avec mon face à main. Oh, mais pas du tout. J'aime tant pour ma part être considérée. Sans doute êtes-vous ici que de passage. Non, je demeure ici. Vraiment. Sans doute votre mère ou bien quelque parent âgé habite auprès de vous. Non, je n'ai pas de mère, que je n'ai même en somme aucune sorte de parent. Vraiment. Mon tuteur, avec l'aide de Miss Priest, se charge de la tâche ardue de m'élever. Votre tuteur? Monsieur Worthing, oui, je suis sa pupille. Oh, c'est étrange. Il ne m'a jamais informé qu'il possédait des pupilles. Comme il est cachotier. D'une heure à l'autre, il devient plus intéressant. Oh, je suis sûre que l'univers inspire un sentiment de bonheur sans mélange. J'ai de l'affection pour vous, beaucoup, Cécile. J'en ai eu dès l'instant où je vous ai connu. Mais je dois le dire, à présent que je vous sais pupille de Monsieur Worthing, je ne puis m'empêcher d'exprimer le désir que vous soyez, mettons, un tantinet plus jeune que vous ne le semblez, et pas tout à fait aussi captivante dans votre tournure. En fait, si je puis parler franc... Je vous en prie, je suis d'avis que lorsqu'on a quelque chose de déplaisant à dire, on le dit tout franc. Eh bien, pour parler franc d'une franchise extrême, je voudrais fort que vous ayez 42 ans bien sonnés, et puis que vous soyez encore plus laide qu'on est d'ordinaire à ce bel âge-là. Constant est énergique et droit de caractère. L'honneur et la vertu se partagent son âme. Excusez-moi, mais vous avez bien dit Constant? Oui. Mais mon tuteur n'est pas Monsieur Constant, c'est son frère, oui, son frère cadet. Constant ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. C'est que je regrette d'avoir à le dire. Pendant un certain temps, ils n'ont pas été en très bon terme. Voilà donc l'explication. Bref, vous êtes absolument certaine, n'est-ce pas, que ce n'est pas Monsieur Constant Worthing qui est votre tuteur? Absolument. En fait, je suis en train de devenir le sien. Son tuteur? Pardonnez, je ne comprends pas bien. Gwendoline, il n'est pas de raison pour qu'on vous en fasse secret. Et notre petit journal local ne serait manqué d'enregistrer avant 8 jours l'événement. Monsieur Constant Worthing et moi avons pris la décision de nous marier tous les deux. Ma chère Cécile, je crois qu'il doit y avoir quelques légers malentendus. Monsieur Constant Worthing est engagé, mais avec moi. Et c'est dans le Morning Post que paraîtra l'annonce, et pas plus tard que samedi. Faites erreur, je crains. Voilà à peine 10 minutes que Constant m'a fait sa demande. Certainement, c'est fort étrange, car il m'a demandé d'être sa femme hier au soir, oui, à 5h30. Si vous tenez à vérifier ce détail, faites-le, ne vous gênez pas, car je ne voyage jamais sans mon journal. On doit toujours avoir à lire dans le train quelque chose qui soit très sensationnel. Je suis bien désolée, ma chère Cécile, s'il en résulte un peu de déception pour vous. Mais je dois vous le dire, j'ai des droits d'ancienneté. Je serais désolée, très chère Gwendoline, si j'arrivais à vous causer quelques tourments. Mais depuis la demande que Constant vous a faite, là, c'est sûr, changez d'avis. Si ce pauvre garçon s'est laissé prendre au piège pour faire une fausse promesse, je crois de mon devoir de l'en tirer bien vite, et d'une instant défaillance. Quelle que soit l'intrigue malheureuse où ce pauvre jeune homme se soit pris, je ne lui en ferai pas le moindre reproche une fois que nous serons mariés. En parlant d'intrigue, est-ce à moi que vous faites allusion, Miss Cardew? Vous voilà pas trop présomptueuse. Dans une circonstance telle que celle-ci, dire tout ce qu'on pense, mais c'est plus qu'un devoir moral, c'est un plaisir. Voulez-vous dire que j'aurais par des artifices contraint Constant à me faire une telle demande? Voilà bien de l'audace. Ce n'est pas le moment de prendre le masque transparent des vrais ménagements. Quand je vois une bêche, je l'appelle une bêche. Je suis heureuse de vous dire que je n'ai jamais vu de bêche. Nos sphères sociales sont les plus éloignées, c'est clair. Faut-il servir le thé, Miss, comme à l'ordinaire? Oui, comme à l'ordinaire. Il y a beaucoup d'excursions intéressantes par ici, Miss Cardew. Oui, beaucoup. D'une de nos collines, on va voir jusqu'à 5 comtés. 5 comtés? Oh, voilà qui ne me plairait guère. Moi, je déteste les cohues. C'est pour cette raison, je suppose, que vous habitez à la ville. Quelle jolie mosaïque vous avez là, N'est-ce pas? et comme il est bien tenu ce jardin, Miss Cardew. Enchanté, Miss Fairfax. Qu'il soit à votre goût. Je ne croyais pas qu'il y eût autant de fleurs à la campagne. Oh, les fleurs, vous savez, sont aussi communes que les gens dans les rues de Londres.
Oh, je ne comprends point pour mon compte comment on peut s'arranger pour vivre à la campagne. Si toutefois il y a des gens qui y demeurent. La campagne toujours m'ennuie mortellement. C'est ce que les journaux appellent le déclin de l'agriculture, n'est-ce pas? L'aristocratie en se projette beaucoup présentement. C'en est presque une épidémie, à ce qu'on dit. Voulez-vous du thé? Merci, une odieuse fille. J'ai besoin de thé. Du cake ou bien du pain beurré? Pain beurré, les cakes se voient rarement aujourd'hui dans les bonnes maisons. Du sucre? Non, le sucre n'est plus à la mode. Merci. Servez cela, Stéphane. Vous avez bourré mon thé de sucre. Et bien que j'aie très distinctement demandé du pain et du beurre, vous m'avez donné de ce cake. Je suis connue pour ma douceur de caractère et pour mon naturel puissamment indulgent. Oui, mais je vous avertis, Miss Cardew, que vous allez trop loin. Jusqu'où n'irai-je pas pour sauver un malheureux garçon, tout confiant, tout innocent, l'imagination d'une jeune personne? Aussitôt que je vous ai vu, j'ai senti de la méfiance. J'ai deviné que vous étiez fausse et perfide. Jamais je ne me trompe en ces sortes de choses. Car ma première impression sur les gens est juste, invariablement. J'abuse, il me semble, de votre emploi des temps si précieux. Et vous avez sans doute bon nombre de visites du même genre à faire dans les environs. Constant, mon Constant à moi. Gwendoline. Un instant, s'il vous plaît. Puis-je vous demander si vous avez promis d'épouser cette dame? La chère petite Cécile. Non, naturellement. Qui a pu mettre cette idée en votre tête si charmante? Merci. Maintenant, on permet. Je me doutais bien qu'il devait y avoir quelques malentendus. Le jeune homme qui vient de vous embrasser n'est autre que mon tuteur, M. Jack Worthing. Je vous demanderai-je pardon? C'est l'oncle Jack. Jack! Voici, Constant. Mon sale amour. Un instant, s'il vous plaît. Avez-vous promis d'épouser cette jeune fille? Quelle jeune fille. Grand Dieu, Gwendoline. Oui, grand Dieu, Gwendoline. C'est de Gwendoline que je vous parle. Non, naturellement, qui a pu mettre cette idée en notre tête si charmante. Merci. Maintenant, on permet. Je me doutais, oui, Miss Cardew, qu'il devait y avoir quelques légers malentendus. Le gentleman qui vous a embrassé est mon cousin, M. Algernon Moncrief. Algernon Moncrief. Oh! Est-il vrai que l'on vous nomme Algernon? Je ne puis le nier. Oh! Si votre nom est réellement Jack? Je pourrais le dire, moi, si je le voulais. Il est vrai qu'on m'a donné ce nom pendant bien des années. Nous avons toutes les deux été victimes de la plus insolente imposture. Ma pauvre Cécile outragée. Ma délicieuse Gwendoline trompée. Vous allez marquer votre sœur, n'est-ce pas? J'aimerais poser une question à mon tuteur. Quelle admirable idée. Monsieur Orsine, j'aimerais vous poser une petite question. Où est donc votre frère Constant? Nous avons promis l'une et l'autre de prendre pour époux votre frère Constant. Gwendoline, Cécile, il m'est très pénible d'être contraint à vous dire la vérité. Je vous le dis tout franc. Voilà. Je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de frère Constant, je n'ai pas de frère du tout. Je n'ai jamais eu de frère de ma vie. Je n'ai pas la moindre intention d'en avoir un à l'avenir. Non, de frère du tout. Pas de frère du tout. Vous n'avez-t-il de frère? En aucune façon? En aucune façon. Je crains qu'il ne soit tout à fait évident, Cécile, que ni vous ni moi n'ayons rien promis à quiconque. Ce n'est pas un état des plus agréables, n'est-ce pas, pour de jeunes filles, de se trouver seule à seule avec elles-mêmes? Éloignons-nous, il ne saura se risquer à nous suivre. Non, les hommes sont si quoi, n'est-ce pas? Mon cher, est-ce que c'est ce que vous nommez du bunburisme? Eh oui, du bunburisme, et fort malicieux. Le plus merveilleux bunburisme que j'ai jamais vu dans ma vie. Puisqu'ils ne nous ont pas suivis comme l'aurait fait le premier venu, c'est preuve qu'il leur reste encore à ceux qui sentent quelques sentiments de pudeur. Ils ont tout le temps mangé des petits pains. Voilà qui ressemble à du repentir. Ils n'ont pas l'air de faire attention à nous. Mais pourriez-vous tousser? Mais je ne suis pas enrhumée. Ils nous regardent, quelle audace! Ils viennent. Voilà bien de l'aplomb de leur part. Observons un silence empli de dignité. C'est à présent, il semble, la seule chose qu'il reste à faire. Notre silence empli de dignité paraît produire un effet de détente. Un effet depuis le début. Mais nous ne serons pas les premières à prendre la parole. Assurément, non. Si je n'avais pas pu. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je donne. Mais est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Mais est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Mais est-ce qu'on
cherche ou est-ce qu'on triche? Mais est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Bien des choses, monsieur Orsi, dépendent de votre réponse. Gwendoline, vous possédez les plus précieux sens commun. Monsieur Moncrief, ayez la bonté de répondre à cette question. Pourquoi vous faisiez passer pour le frère de mon tuteur? Afin d'avoir l'occasion de vous connaître. Votre réponse semble satisfaisante. Qu'en pensez-vous? Mais oui, ma chère, si vous pouvez le croire. Oh, naturellement, je ne le crois pas. Mais cela noterait à ce que cette réponse a d'étranges beautés. C'est vrai. Quelle explication allez-vous me donner, monsieur Orsi, sur l'affirmation que vous aviez d'un frère? Était-ce dans le but de vous rendre à la vie, et de me voir ainsi le plus souvent possible? Pouvez-vous en douter, Miss Fairfax? Leur explication semblait satisfaisante. Et celle de monsieur Orsi, surtout, je la trouve marquée du sceau de la franchise. Nous devrions, à votre avis, leur pardonner. Mais qui de nous va leur parler? Ce n'est point la tâche agréable. Ne pourrions-nous parler toutes deux ensemble? Il est excellent entre tous. Presque toujours je parle en même temps que d'autres. Voulez-vous vous aider sur moi? Certainement. Pour bien agir, faites toujours ce que je fais. Vos noms de baptême demeurent une barrière infranchissable. Et voilà tout. Nos noms de baptême, et c'est tout. Mais cet après-midi, nous serons baptisés. Êtes-vous prêt à faire une chose si grave? Par seul amour pour moi? J'y suis prêt. Pour me plaire, êtes-vous prêt à supporter cette pénible épreuve? J'y suis prêt. Qu'il est sot de prêcher l'égalité des sexes. Lorsqu'il s'agit du sacrifice de soi-même, les hommes vont infiniment plus loin que nous. Nous sommes prêts. Ils ont des moments d'élanthésisme qui nous sont inconnus à nous les femmes. Darling. Lady Frackland. Grand Dieu. Gwendoline. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, maman, que je suis fiancée avec monsieur. Approchez-vous. Je vous engage à ne pas vous dire fiancé. Asseyez-vous. Asseyez-vous là tout de suite. Ayant appris la fuite brusque de ma fille, je l'ai aussitôt suivie dans un train de marchandises. Horrible transport. Mais, monsieur Wolsey, il vous faudra comprendre que tout rapport entre vous et la fille doit cesser de cette fille. Mais, à présent, Algernon. Algernon, Eh bien, tonton Gustave? est-ce dans ce manoir que loge votre animal à Bunbury? Bunbury? Non, Bunbury ne loge pas ici. Bunbury est ailleurs, quelque part. Pour l'instant. Mais au fait, Bunbury est mort. Mort? Mais quand est-il mort, ce monsieur Bunbury? Il a dû mourir d'une façon subite. Je l'ai fait mourir cet après-midi même. Vous l'avez fait mourir? Enfin, je dis, il est mort cet après-midi. Et de quoi donc est-il mort? Bunbury. A-t-il été victime de quelque attentat anarchiste? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les médecins ont reconnu que Bunbury ne pouvait vivre. Alors que voulez-vous qu'il devint? Il mourut. Je pense que ce monsieur Bunbury a eu trop confiance en ses médecins. Mais maintenant que vous pouvez la débarrasser de ce monsieur Bunbury, monsieur Wolsey, il y avait des gens qui me disaient qu'elle était cette jeune personne dont le neveu tient la main d'une façon qui me paraît mal à propos. Mrs. Ulkerdew et Madame ma pupille. Nous nous sommes promis l'un à l'autre, ma tante. Promis? Permettez! Monsieur Moncrief et moi devons nous marier. Oh, il doit y avoir quelque chose de particulièrement fébrile dans l'air de cette nuit. Car le nombre de fiançailles qui chez nous me paraît assez exponentiel. Voici que l'heure approche, nous n'avons plus une seconde à perdre. Mais pour raffier de forme, monsieur Wolsey, est-ce que la jeune Cécilia joue à quelque fortune personnelle? Voilà environ 130 000 livres, placés en rente sur l'État, voilà tout. Ah, merci Lady Bratton, enchanté de vous avoir. Un seul instant, monsieur Wolsey. En rente sur l'État, avez-vous dit 130 000 livres? Maintenant que je l'examine,
La jeune Cécile Carrier vous paraît. On ne peut plus attrayante. Approchez-vous, ma chère enfant. Quelle est jolie. Et la validité de Victoria. Oh non, 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 ce que j'ai désiré voir sur votre profil. Oh oui, c'est bien à cela que je m'attendais. Il y a là, dans le profil de mystérieux, de très mondiales perspectives. Oui, le menton est un peu saillant. Oui, et le style, ma chère, dépend surtout de la façon dont vous tenez le menton. On le tient très haut cette année. À galon. Eh bien, tante Augusta? Il y a là dans le profil de cadeaux de très mondiales perspectives. Bon, ma chère Cécile, vous savez sans doute qu'avec un homme que pour vivre que d'aider. Mais je n'aime pas les mariages d'argent. Lorsque j'ai... Ce sac de voyage. Je l'ai déposé dans une grande gare de Londres. Quelle gare? Gare de Victoria, ligne de Brighton. Asseyez-vous. Enfin, nous allons tout savoir. La coupable s'affaisse et cache dans ses mains sa face rougissante. Attendez-moi un instant. Je monte dans ma chambre. Si vous n'êtes pas trop long, je veux bien vous attendre ici toute ma vie. Votre avis, Victorien, qu'est-ce que cela signifie? Je n'en sais rien, docteur Chasuble. Mais écoutez plutôt. Le compte est bizarrement pouvoir que l'orage final. C'est comme le chaos du mal qui est placé sans déménagement. Tous les yeux sont levés. Toujours vers le ciel qu'il faut lever les yeux. Notre cœur me va encore à l'idée. Votre cœur est en nature très sensible aux émotions. Quel vacarme. Oh, Supreme, oh, désagréable. On dirait qu'il cherche une fleur. Voici qu'enfin cela s'arrête. Prisme, n'est-ce pas ce sac de voyage? Oh oui, il a tout l'air d'être le mien. Voici l'oracle subi lorsque l'omnibus a versé dans la rue en des temps de jeunesse et de joie. Et là, sous la serrure, une initiale que j'avais fait graver et que j'avais complètement oubliée. Oui, ce sac est bien le mien. J'ai grand plaisir à le revoir d'une façon si imprévue. Sa prédation m'a causé bien des ennuis. Vous trouverez bien mieux qu'un sac de voyage. Le bébé que vous avez mis dedans, c'était moi. Monsieur Voici, d'accord? Mais oui, c'était moi, oh ma mère. Oui, monsieur Voici, je ne suis pas mariée. Pas marié? C'est impossible. C'est un coup dur, oh ma mère, je vous pardonne. Monsieur Voici, il y a là quelques méprises. Demandez à cette dame qui vous a fait là. Certes, cette nouvelle ne va pas vous plaire. Vous êtes le fils de ma sœur, Mistress Montfrey, et par conséquent le frère aîné d'Algernon. Le frère aîné d'Alguy? Enfin, j'ai donc un frère. Mais je savais, j'avais un frère. Oh, Cécile, comment avez-vous pu douter que j'avais un frère? Mon malheureux frère. Cher docteur, mon malheureux frère. Renonine, mon malheureux frère. Vous êtes à moi, mais qui êtes-vous? Et puis si vous êtes un autre, quel est votre nom de baptême? Certes, j'avais oublié ce détail. Votre décision à propos de mon nom est, je suppose, irrévocable. Je ne change jamais, sinon dans mes affections. Quelle noble nature est la vôtre, ma chère. Lady Bradley, une seconde. À l'époque où Miss Prisme me mit dans le sac, étais-je déjà baptisé? Bien évidemment. J'étais baptisé. Quel nom a-t-on donné? Oh, je ne sais pas, en votre qualité d'aîné, vous avez sûrement reçu le nom de votre père. Et quel était son nom à mon père? Oh, je ne parviens pas à me remémorer le nom du général. Il en avait un, c'est indubitable. Affirmons quel était le nom de baptême de notre père. Mais je ne sais pas, mon Dieu. Je n'avais pas un an quand il est mort. Son nom pourrait se trouver aux annuaires militaires de Aux l'époque. annuaires militaires, bien sûr. Voici l'annuaire militaire des 30 dernières années. Voyons. Lettre M. Maclay, Bixby, Macbay, Incroyable, disons. Macbeth, Bixby, Mott. Ah, Moncrief, Constant. Lieutenant-colonel en 1840. bon, général, Lieutenant-colonel en 1849. bon, nom de baptême, Constant. Oh, oui, je savais bien qu'il y avait là une raison. Je ne goûte guère à ce nom-là. Constant, mon Constant à moi. J'ai senti tout d'abord que vous ne pouviez pas avoir d'autre nom. Laetitia. Frédéric, enfin, Cécile. enfin. Alors, parfait. Parfait. Alors, c'est grave. Chaque fois que les gens sont d'accord avec moi, je sens toujours que moi, je dois m'être trompé.
va-t-il arriver quelque chose? Il y a là le domestique de monsieur. Mon domestique. Qu'il paraisse. Bien, monsieur. Quel drame effroyable va-t-il m'apprendre? Eh bien, Lane, qu'arrive-t-il? Hélas, sir, c'est bien ce que je redoutais. Oh, je ne redoute rien, vous pouvez parler haut. La saisie, sir. La saisie. Si, je suis toute saisie. Yes, j'ai dû prendre ces valises. Mon ami les scellés. Nous n'allons plus savoir où reposer nos têtes. Bah, c'est moins grave alors que je ne craignais. Algernon va mon épouse. Vous pouvez disposer, Lane, car votre maître se marie. Quoi? Sir se marie? J'en avais un pressentiment. En ce cas, sir, excusez-moi, but sur l'heure, il me faut demander mes 8 jours. 8 jours? Pourquoi cela, Lane? C'est que, sir, j'ai fait le vœu de ne me servir jamais que des célibataires. Et ce vœu, Lane, est-il irrévocable? Que sir se mette à ma place. Que Dieu m'en préserve, je n'ai jamais su que servir à rien. Je paierai vos dettes à Guernon. Ce sera mon cadeau de noces. Algernon, remercie Tante Augustin. Oui, naturellement. Encore que mes créanciers s'en chargeraient beaucoup mieux que moi. Merci, merci, Tante Augustin. Tout le monde est content, j'espère? Oh, pour moi, j'en sauterai de joie. Oh, Guernon, il me semble que vous manifestez des signes de vulgarité. Oh, au contraire, Tante Augusta. J'ai compris dans cette vie, pour la première fois aujourd'hui, combien il importe d'être constant. Estelle Jolie. Daniel Moncrief, Stéphane Chauveau. Dans le rôle de Miss Priest, Sandrine Lannes.